Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur une suggestion de ce que un spectateur m'a demandé en MP tout simplement. En gros il m'a demandé de faire une vidéo sur, il m'a suggéré de faire une vidéo sur comment choisir une carte mère comme il faut, etc. En gros, en évitant les pièges, les trucs marketing et ce genre de trucs. Et donc je fais cette vidéo sans aucune préparation parce que c'est frais, je viens juste de lire la suggestion et je me dis je vais oublier si je fais pas cette vidéo. Donc je vais commencer par un truc assez important, c'est le premier truc qui m'a sauté à l'esprit, c'est que beaucoup de gens ils achètent une carte mère tout simplement à cause des fonctionnalités qui sont sur la boîte. Genre par exemple il y a marqué USB 3, PCI Express 3.0, ce genre de trucs, etc. Alors que ce genre de truc souvent n'a absolument aucun intérêt parce qu'une carte mère, ça peut avoir un intérêt si on passe d'une génération à une autre et qu'il y a un gros changement. Genre par exemple quand on passe du Serial ATA 2 au Serial ATA 3 par exemple, il y a quand même une certaine différence, etc. Ce genre de truc. Mais du PCI Express 2 au PCI Express 3, ça ne fait en gros en utilisation réelle quoi, dans une utilisation réelle quoi, tout simplement. Je sais plus comment on appelle ça, mais en gros un cas concret quoi, eh bien ça ne change presque rien, voire rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en gros une carte graphique n'a pas besoin d'un débit aussi gros pour elle quoi. Vous verrez pas d'énormes différences, il y en aura quand même une, mais avec la génération 2 vous en verrez pratiquement aucune, genre 3%, rien du tout. Des trucs qui sont mesurables seulement avec des outils très précis et que vous-même en regardant le jeu fonctionner, vous ne le verrez pas. Et ça c'est vraiment un mauvais point sur lequel se baser, tout simplement parce que quand on regarde ça, on se dit oh ça va avoir une meilleure évolutivité, etc., etc. En fait pas vraiment, parce que, ou alors vraiment dans un avenir très 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 lointain, parce que le temps que ça vienne à profit, le processeur lui-même sera complètement dépassé, tout le reste sera complètement dépassé. En gros ce sont des nouveautés qui seront utiles bientôt, mais pas tout de suite. Pour l'instant ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pas les petites nouveautés comme ça qui viennent juste d'apparaître qu'il faut regarder, c'est des trucs qui existent depuis la nuit des temps et qu'il ne faut pas oublier. Notamment, un truc que tout le monde a tendance à oublier, c'est qu'une carte mère, il en existe de plusieurs gammes. Il y a le bas de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. Le haut de gamme n'est pas forcément très utile, genre des cartes mères à plus de 150 €, c'est pas forcément ultra utile. Même en overclock, c'est pas forcément ce qui se fait de vraiment intéressant, quoi. Vraiment, par exemple, acheter au-dessus d'une Sabertooth chez Asus, c'est pas très utile, et même la Sabertooth elle-même est souvent très équivalent au modèle, genre par exemple celui-là, est pratiquement équivalent et pratiquement identique à la Sabertooth en socket AM3+, qui va avec quoi. Elle permet juste un overclock très légèrement plus élevé. Donc en gros, acheter une carte mère au-dessus de 100 € est pas forcément très souvent utile, c'est même très souvent peu utile. Par contre, acheter une carte mère vraiment largement en dessous de 100 €, genre à partir de 70 €, ce genre de truc, faut faire très très attention parce qu'il peut y avoir d'énormes horreurs qui vont vraiment vous décevoir, mais un truc de gens de malade. Genre par exemple, certaines cartes mères avec un chipset 970 et non pas 990, donc pour les AM3+, là encore une fois pour reprendre cet exemple, eh bien parce que c'est vraiment un exemple où il y a vraiment une très très grosse différence entre le bas de gamme et le milieu de gamme. Là vraiment faut éviter mais complètement le bas de gamme. Il y a certaines 970 que je conseille de complètement éviter, notamment les 970 AD3 par exemple de chez Gigabit par exemple, de chez Gigabyte. Ils sont vraiment pourris. Pourquoi? Parce que elles ont pas de radiateur du tout sur les VRM. Vous voyez cette espèce de grosse, d'énorme masse bleue là, ici, là. Ce truc-là sert à refroidir ce qu'on appelle l'étage d'alimentation du processeur. C'est-à-dire, en gros, il refroidit les VRM, c'est-à-dire, en gros, il refroidit ce qui convertit le 12 volts en la tension qu'utilise le processeur, qui est généralement en dessous d'1,5 volts. Donc vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Ils font une grosse conversion et il y a des pertes d'électricité là-dedans. Les pertes d'électricité veulent dire de la chaleur. Eh bien ces composants déjà consommeront moins, vivront plus longtemps, mais surtout, ils ne déclencheront pas aussi souvent, voire jamais, la sécurité anti-surchauffe qui est intégrée depuis quelques générations dans ces cartes mères, c'est-à-dire depuis les Core i7 et les Phénon 2 ou des trucs du genre. Maintenant ils ont mis une sécurité dans ces composants-là qui font que s'ils chauffent trop, le processeur passe en mode ultra lent, ce qui fait pendant une fraction de seconde, histoire de faire refroidir ses puces et ensuite de repasser en vitesse maximale. Le truc c'est que plus ça chauffe, et plus on approche de l'été et de la canicule, et plus les performances sont en dents de scie, et ensuite, c'est genre aucune performance du tout, parce que vous êtes en train de fonctionner à 1,6 GHz, au lieu des 4 GHz qui
qui vous était promis par le processeur. Et bien ça, c'est vraiment le genre de truc que l'on a sur ce genre de carte mère en mettant un processeur haut de gamme dans une carte mère aussi pourrie. C'est vraiment moisi. Là, vraiment, c'est le genre de truc qu'il faut éviter, sauf si, bien entendu, on fait une configuration bas de gamme, genre quelque chose de très petit, etc. Un autre truc qu'il faut éviter, c'est de prendre une micro ATX et de prendre la version longue, celle qui a un nombre de ports assez élevé sur la carte mère, port PCI Express, etc., etc. Parce que quand un ordinateur vieillira un petit peu, eh bien, il faudra peut-être rajouter des trucs, genre par exemple une nouvelle version d'USB, ce genre de truc. Il suffit de rajouter une carte et hop, le problème est réglé, et il n'y a pas besoin d'acheter un nouvel ordinateur. Eh bien, ça, si vous achetez une micro ATX, vous en avez très peu, et si vous achetez encore pire, des formats encore plus petits, vous aurez rien du tout pour l'évolutivité de l'ordinateur, et ça peut poser un gros problème, donc sur le long terme, si vous, encore plus que le fait de ne pas avoir d'USB 3.0, comme vous le voyez, de PS3 3.0, de PCI Express, qu'est-ce que je raconte? De PCI Express 3.0, donc la différence entre le 2 et le 3.0 n'est pas très grande, mais le fait d'avoir que un PCI Express 8X ou 16X et un 1X ensuite, ça limite quand même les possibilités comment dire, d'évolutivité de l'ordinateur. Vous pouvez pas rajouter genre si un jour ça devient la norme, un disque dur SSD en PCI Express au lieu d'être en serial ATA, et ensuite ah bah merde, où est-ce que je fous ma carte machin chouette, genre une carte son, genre une carte machin chose, enfin toutes sortes de trucs que vous avez envie de rajouter, genre par exemple comme je le disais pour reprendre cet exemple, l'USB 3.5 si un jour il sort, ou 3.1 ou je sais pas quoi, qui sera donc un USB plus rapide, eh bien il faudra rajouter ça dedans. C'est pour ça aussi que pour ce genre de petits détails, genre par exemple est-ce que la carte mère fait ceci, cela, genre des petits détails qu'on peut rajouter en PCI Express, c'est pas très utile de se focaliser là-dessus. Il faut vraiment se focaliser sur le reste de la carte mère, et ensuite on sait que c'est un ordinateur fixe, c'est une tour quoi. Il y a la place dedans de rajouter des trucs, donc n'hésitez pas à rajouter des trucs vous-même ensuite. Ensuite, un autre truc qu'il faut regarder quand on achète une carte mère, c'est bien sûr qu'il soit compatible avec son processeur. Mais quand il s'agit de la RAM, je vous déconseille complètement, purement et simplement de regarder quoi que ce soit concernant les caractéristiques de la RAM que le truc accepte. C'est-à-dire, par exemple, il y a marqué que c'est compatible que avec la DDR3 1600 et pas plus. Eh bien ça, il faut savoir un truc, c'est que c'est très souvent faux, parce que c'est le processeur lui-même qui gère ce genre de truc, et s'il y a une carte mère donc qui gère la DDR3 1866 par exemple, eh bien ça veut dire que obligatoirement, vu que maintenant le contrôleur mémoire est dans le processeur, obligatoirement toutes les cartes mères, même les plus bas de gamme, sont compatibles avec ce truc-là. Et parfois, si c'est pas marqué sur la boîte, c'est peut-être parce que vous avez une boîte qui date avant que Intel ou AMD officialise la compatibilité avec ce type de RAM, voire même avant que ce type de RAM soit démocratisé globalement, et donc du coup, vous vous retrouvez avec des informations qui sont fausses, parce que suffit de mettre une barrette de RAM dedans, et ça fonctionnera. Ensuite, un autre truc, c'est de pas regarder par rapport aux marques, aux modèles, etc., compatibles avec la carte mère, quand il s'agit des RAM. La RAM, c'est très standard, habituellement, tout fonctionne, et si ça fonctionne pas, c'est une justification suffisante pour renvoyer gratuitement à Amazon la barrette de RAM que vous avez achetée. Et c'est pour ça que c'est une bonne idée d'acheter sur Amazon, parce que même si vous avez aucune justification, dans la semaine de l'achat, c'est gratuit de renvoyer la pièce, donc aucun problème, et vous avez un mois avec justification pour renvoyer la pièce, c'est-à-dire qu'en gros, il vous faut juste dire, oh, au final, elle est pas compatible avec la carte mère, et si ça fait plus d'une semaine, et ben hop, vous pouvez quand même l'envoyer. Enfin, ça c'est absolument excellent, quoi. Donc, ne vous préoccupez pas de ces trucs-là, parce que aucune carte mère, aucune marque de carte mère se fera chier à tester tous les modules existants pour voir si ça fonctionne bien dans tous les cas de figure, c'est-à-dire associer 2 G-Skill avec 2 Kingston, ce genre de truc. Ils ne testent pas ça. Et pour information, c'est plutôt les constructeurs de barrettes mémoire qui testent si leur barrette fonctionne convenablement. Et essayons de leur faire confiance, ça m'est quasiment jamais arrivé d'avoir des problèmes d'incompatibilité de ce genre. Donc franchement, vous pouvez oublier ce genre de truc. Ça sert à rien de perdre son temps là-dessus. Pareil pour ce qui est, bien entendu, des cartes graphiques. Alors là, aucun intérêt non plus. Il n'y a aucun intérêt, mais complètement aucun intérêt, même pas un gramme d'intérêt de vérifier si sa carte graphique fonctionne dedans. Et aussi un autre truc, une carte graphique qui fait le PCI Express 3.0 fonctionnera parfaitement bien dans une carte mère qui fait que le PCI Express 2.0 parce que c'est rétrocompatible. En gros, le 2.0 et le 3.0, c'est exactement la même chose avec un timing différent. Ils ont juste à négocier eux-mêmes le timing, c'est-à-dire en gros, la carte graphique dit « je suis compatible 1.0, 2.0, 3.0 » et la carte mère dit « je suis compatible 1.0, 2.0 », ils se mettent d'accord.
d'accord sur la vitesse la plus rapide que les deux supportent. C'est exactement pareil avec l'USB 1, l'USB 2 et l'USB 3. Quand vous mettez un USB 3 dans un USB 1.1 et que le truc que vous branchez dedans est compatible 1.1, ce qui est quasiment le cas de tout, sauf des trucs qui ont besoin d'un débit supérieur à ce que peut donner le 1.1, genre par exemple vous prenez une clé USB 3.0, elle s'en fout d'être sur du 1.1, c'est juste que votre transfert sera plus lent. Et bien vous le mettez dans un port USB 1.1, ça fonctionnera quand même, ça sera juste super lent, mais si vous voyez un petit peu l'idée quoi, les différents protocoles de genre, le Serial ATA aussi est capable d'auto-négocier la vitesse la plus rapide qu'il supporte l'un et l'autre. Donc quand vous faites une upgrade dans un PC déjà existant, ou quand vous achetez une nouvelle carte mère ou ce genre de truc, si vous n'êtes pas certain que ça sera utile d'avoir un protocole différent, enfin comme une nouvelle génération d'un même protocole plutôt, genre par exemple vous avez le Serial ATA 1, le Serial ATA 2 et vous n'avez pas le Serial ATA 3, vous achetez un nouveau disque dur qui fait le Serial ATA 3 et vous vous en foutez que ce soit pas non plus totalement optimal, même si ça changera pas grand chose, hein. Même à SSD branché sur du Serial ATA 2, ça changera pas grand chose parce que les latences, c'est ce qui compte pour un SSD, c'est pas le débit brut. Le débit brut en fait, ça se voit pas vraiment à l'utilisation quotidienne, c'est vraiment les latences. Et même sur un USB 1, sur un Serial ATA 1, oui, voire même sur un USB 2 d'ailleurs, brancher un SSD fera énormément d'amélioration de performance, même si bien entendu le débit maximum ne sera pas le même, mais le débit maximum, c'est comme je le dis, c'est pas ce qui compte dans ce genre de truc. Donc en gros, c'est pas forcément optimal, vous branchez hop etc. Mais ça fonctionnera sans aucun problème. Tous ces trucs utilisent le même port, bien entendu, quand il y a une incompatibilité totale entre une génération précédente et une nouvelle génération, ils sont pas si cons que ça, ils changent la forme du port pour vous empêcher de mettre des trucs. Genre par exemple, si vous avez une barrette de DDR2 et que vous essayez de la rentrer dans un port DDR3, ça ne marchera pas, parce que là c'est complètement différent. Parce que ils ont changé en gros la place du détrompeur. Donc en gros c'est très simple quand on monte un PC, c'est que si ça rentre pas dans le port, c'est que c'est incompatible. Si ça rentre dans le port, c'est qu'il y a de très très grandes chances, et c'est très rare les exceptions, que ça soit compatible. C'est très très rare que ça ne marche pas. Les seuls exemples que j'ai en tête, c'est quand on utilisait une SDRAM de dernière génération dans une carte mère de première génération de la SDRAM. Et bien des fois on se retrouvait avec une barrette de 512 MO par exemple, qui se retrouvait être une barrette de 128 MO quand vous la mettez là-dedans. Mais ça marchait quand même. Donc encore une fois, quand le port est le même, ça fonctionne quasiment toujours de mettre un truc différent, sauf pour le processeur, et c'est pour ça que là il faut regarder la liste, même si encore une fois là aussi c'est très très rare de tomber sur un processeur qui ne fonctionne pas quand il rentre dans la carte mère. Mais ça existe hein, quand même, ça existe, notamment quand ils sont passés vous savez les Core i7 2000 quelque chose et les Core i5 2000 quelque chose ou 3000 quelque chose, ils utilisent le même port, mais si on a une carte mère de génération des 2000 quelque chose et qu'on fait pas la mise à jour du BIOS et qu'on met les 3000 dedans, ça ne marche pas. Malgré tout, si on fait la mise à jour du BIOS avant de changer le processeur, ça marche. Donc encore une fois, il y a toujours une raison pour garder le même port. S'ils gardent pas le même port, c'est parce qu'il n'y a aucune chance que ça marche. Mais s'ils gardent le même port, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit possible que ça marche. Donc voilà. Bon après, comme je le dis, il y a des exceptions. Hein. Il y a des exceptions partout. Et c'est pour ça que dans le cadre des processeurs, là je vous conseille de regarder. Malgré tout, un truc à savoir, c'est que les Xeon, c'est très rare que ce soit marqué dans la liste de la compatibilité qui sont dedans. Malgré tout, les Xeon qui sont sur, par exemple, en socket 1156 de chez Intel, eh bien très souvent ils marchent quand même malgré tout, malgré qu'ils soient pas dans la liste, parce qu'en fait ce sont juste des versions renommées d'un Core i7 ou d'un Core i5 ou ce genre de truc. Donc du coup c'est comme je le disais, c'est juste un piège. En gros c'est pour faire croire que ça marche pas et vous faire obligatoirement acheter une carte mère plus performante, enfin plus haut de gamme, alors qu'au final ça marche sans aucun problème. Enfin voilà, donc un dernier truc à savoir, c'est aussi par rapport, je vous ai déjà parlé brièvement des gammes de cartes mères, mais il y a un autre truc que le radiateur des VRM a regardé, c'est le chipset qui est dedans. C'est-à-dire que le chipset qui est dedans, c'est pas forcément un gros piège chez AMD, parce que chez AMD, eux, ils autorisent l'overclock sur toute la gamme, mais depuis qu'Intel a décidé de faire en sorte que seuls les processeurs qui se terminent par un K sont overclockables, ce qui est vraiment super chiant ça, mais aussi associé seulement à une carte mère haut de gamme comme une Z77 ou une Z87, eh bien ça veut dire que toutes les
tous les trucs bas de gamme, vous voyez les cartes mères qui n'utilisent pas ce genre de chipset qui permettent l'overclock, toutes celles donc qui sont à bas prix, etc., vous pouvez rien faire en matière d'overclock là-dessus, même si vous avez un processeur K. Ça c'est une question que je reçois souvent, c'est qu'on me demande si ils peuvent overclocker, etc. Souvent ils ont le processeur qui va bien, mais ils ont pas la carte mère qui va bien, ce qui oblige à racheter une nouvelle carte mère, ce qui est la partie la plus chiante à changer d'un ordinateur. Donc c'est vraiment la partie où il faut vraiment le moins faire d'économie, parce que c'est vraiment le truc qu'on n'a pas envie de changer, surtout quand on est un peu flemmard ou quand on n'est pas très bricoleur ou qu'on l'a fait faire par quelqu'un d'autre. Encore pire, beaucoup de gens sont réticents à faire ça, donc vraiment acheter une carte mère convenable, quoi. Acheter quelque chose qui permette l'overclock, même si vous n'êtes pas sûr d'overclocker. Une carte mère qui permet l'overclock, c'est aussi acheter une bonne carte mère, parce que de facto une carte mère qui permet l'overclock, ça veut dire que c'est une carte mère qui utilise des standards qui sont au-dessus de ce que la norme demande. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont au-dessus de ce que la norme demande, donc ça s'use moins vite, ça fonctionne mieux, etc., ça chauffe moins. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi. Il y a un standard de qualité qui est très différent. Dès que ça permet l'overclock, le standard de qualité bondit, quoi. Et ensuite, un autre truc, c'est que, comme je le disais à propos de ça, ce genre de truc, l'overclock, on sait pas vraiment si on va le faire, si on va pas le faire, etc. On se dit qu'on fera jamais ça parce que c'est trop compliqué, etc. Et 3 ans plus tard, on se dit, oh non, au final, c'était pas si compliqué que ça, c'était même plutôt simple, etc. Et là, on regrette de pas avoir fait ça parce que on a un vieil ordinateur, genre 3 ans, 5 ans, etc., voire plus encore que ça, et on se dit, bon, il est pas très utilisable, etc. Mais j'ai vu sur internet qu'on pouvait l'overclocker de plus d'un gigahertz, et ça lui redonnerait quand même un peu de pêche. Et ben ça, c'est le genre de truc, franchement, qu'on regrette, quoi, quand on a acheté une carte mère de merde, ou quand on a acheté un ordinateur prémonté, ou ce genre de truc. Très souvent, on se retrouve avec ce genre de carte mère, et ben, encore une fois, voilà, il faut pas hésiter à faire attention à ça. Donc, ensuite, dans les cartes mères, je pense pas que j'ai grand chose de spécial à ajouter. Alors ça n'a pas trop de rapport avec les cartes mères, mais j'ai trouvé un autre truc, c'est par rapport aux cartes graphiques. Beaucoup de gens disent que les cartes graphiques AMD fonctionnent mieux avec AMD, Nvidia mieux avec Intel. Parfois c'est l'inverse que les gens disent, c'est totalement faux, ils fonctionnent tout aussi bien avec l'un ou l'autre des constructeurs. Les deux constructeurs ont des parts de marché suffisantes pour faire en sorte que, en gros, il n'y ait pas un constructeur qui néglige l'optimisation par rapport à un processeur ou à un autre. Ça serait un petit peu stupide, et ça serait aussi se tirer une balle dans le pied, parce qu'imaginons qu'il y a un constructeur qui remonte ou qui rebaisse ou je ne sais pas quoi, le constructeur de cartes graphiques aurait fait des optimisations un petit peu spéciales. Enfin bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi. Enfin, un constructeur va pas, à part s'il est en phase d'être acheté par un autre ou ce genre de truc, il peut y avoir des trucs comme ça. Mais AMD, ils jouent assez bien leur jeu pour ne pas pénaliser l'utilisation de leurs cartes graphiques sur des systèmes Intel. Ça, c'est encore de la rumeur stupide qui circule et ce genre de truc. Un autre truc aussi, c'est les gens qui s'achètent une carte son en PCI Express, alors que les cartes mères contiennent tous, même les plus bas de gamme, une carte son largement suffisante souvent à l'intérieur même de la carte mère. Même les plus mauvaises sont souvent très 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 bonnes. Donc franchement, faites d'abord l'expérience de voir ce que vaut le son qui est donné par la carte mère avant d'acheter une carte PCI Express qui fait carte son ou ce genre de truc, parce qu'au final vous finirez par regretter peut-être ce que vous avez fait, parce que vous avez peut-être fait un achat un peu inutile, souvent un peu cher d'ailleurs, genre 30 €, alors que bon, c'est une carte son, ça coûte rien, et surtout quand on utilise un casque en USB, ça passe pas du tout par la carte son, que ce soit celle intégrée ou celle que vous avez achetée en PCI Express, ça passe pas du tout par la carte son. Et encore mieux, si vous branchez en PCI Express en HDMI votre écran, et que vous utilisez par exemple vous avez une télé pour le jeu à la place d'un écran, et que le son sort par la télé, etc. Faut savoir un truc, c'est que le son sort de la carte graphique. Et c'est la carte graphique qui contient une carte son. Donc du coup, c'est encore plus inutile d'acheter ça. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Des fois, faut pas acheter des trucs trop vite parce que ça peut être complètement inutile. Ensuite, un autre truc qui est complètement inutile, c'est comme je le disais, en le branchant en USB un casque, etc. Il faut savoir que en fait, ça utilise pas la carte son de l'ordinateur, ça utilise une sorte de miniature carte son en USB qui est dedans, qui coûte genre 2 centimes à fabriquer et qui a un son suffisamment bon pour fonctionner comme il faut. Donc vous voyez un petit peu l'idée, quoi. C'est pas utile d'acheter une carte son qui coûte cher, parce que maintenant on sait faire des cartes son qui se mettent en USB et qui coûtent rien du tout, qui fonctionnent presque aussi bien qu'un truc Surround ou je sais pas quoi, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, ça peut être bête, surtout si c'est pour mettre un casque. Un casque, pour information, ça bénéficiera jamais d'une carte son qui est capable de plein de canaux. Ah oui, alors ça n'a rien à voir du tout avec les cartes mères. Mais il y a une grosse arnaque, c'est ces fameux casques 5.1 ou je sais pas quoi, un casque
casque, ça ne peut pas envoyer plus de son que le nombre d'oreilles que vous avez, hein, pour information. Si vous voulez un son 5 points et tout ça qui vibre et tout ça, etc., faut obligatoirement que ce soit éloigné de votre tête, parce que c'est pas en ayant plein de petits haut-parleurs qui sont collés à vos oreilles que vous aurez une différence suffisante pour justifier l'achat d'un casque comme ça plutôt que d'un bon casque stéréo. D'ailleurs, très souvent, ces casques 5.1 sont très très mauvais. Vaut mieux un bon casque stéréo qu'un très mauvais casque 5.1. Alors le son, les cartes graphiques, non, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, il y a sûrement bien entendu d'autres critères qui peuvent entrer dans le choix d'une carte mère, mais voilà, je pense vraiment avoir fait le tour du plus important, c'est-à-dire en gros, bon après il y a bien entendu, je peux vous faire la citation des marques qui en ce moment sont les plus fiables, parce que ça change à chaque instant, ça avec, mais en ce moment les plus fiables c'est Gigabyte, Gigabit, vous pouvez le prononcer comme vous voulez, mais c'est avec un Y, c'est Gigabyte. Ou Gigabyte si vous préférez, et donc qu'est-ce que je disais, oui voilà, et Asus, mais seulement le haut de gamme, n'utilisez absolument aucune carte mère, genre par exemple Asus R2, non, vous prenez minimum les Evo, c'est-à-dire si vous trouvez un truc moins cher que la gamme Evo de Asus, prenez surtout pas, c'est une grosse arnaque. Franchement, Asus, leur bas de gamme, il est encore pire que le bas de gamme du bas de gamme de toutes les autres marques, quoi. C'est vraiment de la merde. Par contre, à partir des gammes Evo, ça fonctionne tout parfaitement bien, enfin moi c'est ce que j'utilise, comme vous l'avez vu c'est la boîte de la carte mère que j'utilise, hein, celle-là, bon j'ai aussi des boîtes de cartes, de plein d'autres cartes mères, oups, j'aurais pu ramener celle-là, voilà, j'aurais pu tout aussi bien ramener celle-là, un deuxième très bon choix de carte mère, encore une fois pour le même type de processeur que celui-là que j'utilise, sinon voilà, après MSI c'est pas forcément une bonne idée, ah oui, oh là là, j'ai failli oublier de parler de ça parce que ça vient de me venir d'un coup comme ça, les gammes gaming, si vous voyez gaming, à l'arrière de n'importe quel produit, quel qu'il soit, que ce soit un clavier, un casque, je sais pas quoi, quand vous voyez gaming à la fin, c'est juste un gimmick pour vous vendre 20% plus cher un produit identique à un produit où il n'y a pas marqué gaming. C'est vraiment un truc pour arnaquer, pipoter tout ce que vous voulez, parce que en fait c'est que ça m'est revenu en pensant à MSI, parce que c'est MSI qui fait ça. Arrêtez de choisir la MSI je sais pas quoi G43 ou je sais plus quoi gaming, c'est la même que n'importe quel autre MSI utilisant le même Northbridge, enfin le même chipset quoi. C'est la même, ça n'a aucun intérêt. Franchement, oubliez ces cartes mères et achetez des cartes mères qui prétendent rien de spécial, parce qu'une carte mère c'est une carte mère, et une bonne carte mère pour le jeu c'est obligatoirement une bonne carte mère pour autre chose, et vice versa. Donc comparez les prix, si vous trouvez une gaming moins chère qu'une autre, pourquoi pas, bien entendu, mais faites attention à ce gimmick. Il y a beaucoup de trucs marketing comme ça qui sont vraiment là juste pour tromper le client sur un supposé gain en qualité ou en merde, j'ai perdu le mot, en gamme tout simplement, hein, pour faire croire qu'un produit est plus luxueux qu'un autre alors que c'est faux. Enfin voilà, bon je pense que j'ai vraiment fait le tour là ce coup-ci, et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.